Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on discute d'illustration et de métal avec Jessie et Adrien de Fortifem. Mais avant de passer à l'interview du jour, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices sur Patreon et Tipeee. Un immense merci à Virginie de Barberac, Marine Lognonnet, Julie Guillaume, Perrine Pavachaud, Clémence, Justine Jacot, Colline Robin, Roman Mendes, Tania Gandreau, Annelise Bouillet, David Emmanuel, Alice Lagarde, Anne-Bénédicte Schwebel, Étienne Pipard, Alexandrie Delobel, Emeline Bini, Aurélie Boussuge, Louiselle, Florence Flotte, Nina Chassetuillier, Élise Angelbert, Véro Randriana, Béatrice Ménuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vigneault, Marion Couder de Massy, Benoît Aupois et Pétula Rocher. Un grand merci à vous tous. Si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Almighty Patate Club, rendez-vous sur www.patreon.com/senscreatifpodcast ou sur Tipeee. Ça s'écrit Tipeee avec 3e.com/sens-créatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode ou dans le chat sur Twitch. D'ailleurs, coucou à tous et à toutes qui nous avez rejoints sur Twitch aujourd'hui. Allez-y allègrement. Hello. Dans le chat, faites-nous des petits coucous. Si vous êtes nouveau, que vous êtes venu pour Fortifem, que vous faites partie de leur fan club, n'hésitez pas à mettre des petits... Manifestez-vous. Des petits doigts comme ça, là, sur le chat et à faire coucou et à poser vos questions. Et aujourd'hui, sans plus attendre, nous sommes très, très heureux de recevoir Jessie Daubert et Adrien Havet, le duo d'illustrateurs complètement fous qui se cache derrière le pseudonyme Fortifem. Salut à vous! Et bonjour. Ils sont tout compressés, regarde. Ouais. Merci d'être là. On est très très content de vous recevoir aujourd'hui sur Sens Créatif. Ça fait un petit bout de temps qu'on vous a à l'œil et aujourd'hui, ça y est, on peut papoter ensemble. Merci. Merci à vous de l'invitation. On est très content d'être là. Avec grand plaisir. Ça va commencer timidement, mais ça va monter. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Ouais, tranquille. On est entre amis, tout va bien. Alors, Jessie et Adrien, pour les personnes qui ne vous connaissent peut-être pas encore et qui vont vous découvrir grâce à Sens Créatif, est-ce que vous pourriez chacun commencer par brièvement vous présenter et nous dire, répondre à cette question hyper importante, ce qui vous motive à sortir du lit le matin? Voilà, sortir du lit le matin, mais c'est vraiment le truc le plus dur du monde. En général, c'est plutôt un chat qui hurle. Mais c'est pratique comme alarme. Mais c'est tout simplement avoir la chance de dessiner tous les jours. C'est notre objectif. C'est ce qui occupe nos journées et nos nuits. Et du coup, la petite présentation un petit peu de Fortifem, comment généralement vous présentez? En général, ouais, on a un speech tout. Non, en gros, c'est Jessie et Adrien. On s'appelle Fortifem. On dessine tous les deux depuis bientôt 12 ans. Ouais. On fait de la gravure, on fait du dessin un petit peu d'illustration détaillée, mais qui va autant choper des influences, que ce soit des médiévaleries ou alors du tattoo, du rock. On travaille pas mal pour la musique, mais on aime bien garder aussi un pied dans des domaines un petit peu plus sages. Et en gros, c'est ce savoir-faire qu'on aime bien mettre en avant plutôt qu'une identité uniquement musicale, quoi. Mais vous êtes surtout très connu pour tout ce qui est musique, quand même. C'est quand même un gros truc, non? C'est ce qui nous a motivés à dessiner. À la base, on était graphistes tous les deux. Toi en agence, moi en freelance. Et puis, on s'est rendu compte qu'on aimait bien dessiner tous les deux, des choses un peu sombres et un peu inspirées de la musique. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a dessiné pour quelques groupes et puis ça a plu à d'autres groupes. Et puis l'audience de ces groupes a grandi aussi. On est passé
comme un petit poisson qui se fait manger par un plus gros. Et, Très belle analogie. du coup, J'allais parler des sauts de grenouilles, moi. Ouais, Des sauts de kangourou après. Mais ouais. Complètement. Et du coup, ouais, on a monté en gamme, mais quand même tout en faisant gaffe à avoir le même soin, la même passion, et pas commencer à devenir juste des mercenaires qui veulent que des trucs de plus en plus prestigieux, quoi. Ouais, c'est cool. On va plonger un petit peu dans tout cet univers-là au fur et à mesure. Mais si vous voulez bien, on va faire un petit flashback. On va retourner back in times. Et aujourd'hui, Fortifem, c'est un duo, c'est vous deux. Mais avant d'être cette entité à 4 mains, vous êtes 2 individus bien distincts. Et j'aimerais commencer par là. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre arrière-plan personnel à chacun et à quel moment l'illustration et le métal plus spécifiquement Ou le dessin ont fait, plus simplement. Ouais. irruption dans votre vie, ouais. Alors moi, je viens à la base de l'Aube. Je viens de l'Aube, exactement. Fier patrie de Jean-Marie Bigard. En gros, j'ai fait un petit BTS de communication visuelle qui m'a amené à enchaîner sur des études de graphisme et ensuite de multimédia, quand on appelait encore ça le multimédia, à l'époque du CD-ROM, au Gobelin. Et ce qui fait que je suis arrivé à Paris il y a à peu près 18 ans. Et depuis j'y suis. J'y suis resté. J'ai commencé à faire mes armes dans des agences de pub. On faisait des sites internet et puis on faisait ça bien, mais vraiment graphisme, maquette Photoshop bien vilaine et tout ça. Pas encore trop dessin. C'était vraiment du graphisme pur. Ouais. Très peu en fait. Avant mon BTS de communication visuelle, ouais, je me disais tiens, j'aime bien dessiner, j'aimerais bien faire auteur de BD ou un truc comme ça. T'étais le genre le meilleur de ta classe en dessin? Non. Mais oui, non, dans les marges et tout, je suis sûr. Ouais, ça ouais. Si, quand même, voilà. Je dessinais pas trop mal, mais j'étais plus un bûcheur qu'un doué en dessin. C'est-à-dire, je dessinais mal, mais je dessinais beaucoup. Et puis c'est donc aussi le truc qui m'a fait me dire ouais, je vais pas rentrer au Gobelin, mettons en animation ou un truc comme ça. Je suis rentré en graphisme parce que j'aimais bien faire les trucs autour des dessins et donc de la mise en page, des trucs comme ça. Et ensuite, du coup, c'était commencer à aider les potes qui faisaient des groupes, qui faisaient des trucs, faire des flyers, faire des affiches, faire du merch. Et c'est comme ça que, en fait, le pied dans la musique est rentré, c'est-à-dire que c'était une petite activité de nuit, de passion que des potes sérigraphes ou des potes musiciens ont stimulé en filant des opportunités de créer des trucs, quoi. Parce qu'à côté du taf, t'allais beaucoup au concert aussi. Oui. Oui, voilà. Le métal, il est arrivé quand un petit peu dans ta vie? Puis après, au lycée, le gros pied dans le métal, ouais, c'était au lycée, donc. Korn et Linkin Park. Exactement, les années 2000. Premier album, c'était Life is Peachy de Korn, et puis je suis resté là et j'ai dégénéré vers les trucs un peu plus extrêmes dans la foulée. Et puis ça m'a jamais vraiment quitté, quoi. Et toi, Jessie, du quoi? Ouais. Tu as découvert de l'illustration, du dessin, du métal, tout ça? Je dessinais depuis tout petit. Voilà. Pas mal de monde. Je sais plus, vers 6-7 ans, mes parents ont vu que j'aimais beaucoup dessiner, donc ils m'ont mis à des cours d'aquarelle. Et puis j'ai continué. Après le bac, j'ai commencé aussi un BTS communication visuelle, mais c'était pas trop mon truc. Ça dessinait pas assez. Ah oui, ouais. Ouais. Donc j'ai trouvé les formations en beaux-arts design graphique qui faisaient que ça mélangeait le graphisme et l'illustration et puis un peu d'art. Donc ça me plaisait bien. Mais je me disais l'illustration ça va rester un peu un hobby parce que y a pas forcément trop de débouchés, je voyais pas trop comment prendre ça. Donc j'ai commencé par du graphisme freelance plutôt
print, je faisais des flyers de boîtes de nuit, des petits trucs sympas. C'est marrant, Ouais. c'est marrant, c'est rassurant ça, de se dire que voilà, on peut démarrer par le design graphique parce qu'il va y avoir du taf et que l'illustration c'est hyper casse-gueule en fait. C'est vrai que c'est Ouais. marrant comme. C'est une histoire assez classique, hein, on l'entend Ouais. assez régulièrement, qu'on commence par le graphisme et puis on finit dans l'illustration. Non, parce que c'est marrant parce que moi j'ai décidé de me casser la gueule, mais tout de suite quoi, le plus vite possible. Illustration dans directe. Tous les autres Ouais. faisaient du graphisme, mais il y en a des bons. Hein, qui sont C'était sortis. précurseur, C'est- Laurent. Non, mais au Beaux-Arts à Nancy, il y avait des précurseurs avant, hein, qui se sont cassés la gueule royalement et avec brio. Donc ça m'a donné envie. Mais c'est vrai que par contre, dans ma promotion, c'était vraiment l'époque design graphique. Ouais. Quoi. C'est vrai qu'il y a à peu près 15 piges, 20 piges, c'était un truc, on parlait pas vraiment d'illustrateur. Ou Non, alors non. c'était un petit peu une petite élite, mais on parlait plus de dessinateur. Ouais. C'est l'expression dessinateur. Quelqu'un qui dessine. Mais c'était pas un métier. T'étais graphiste, tu faisais de la PAO et puis La PAO, c'est juste. et puis ensuite L'infographie. Ouais, je suis Je infographiste. suis infographiste. Ouais. Ouais, on peut dire que je fais de la PAO, j'ai un ordi, ouais. Et le métal, pour toi, Jessie, ça arrivait comment dans ta vie? C'est de sa faute. Ah. Enfin bon, C'est lui le j'écoutais responsable. un peu de rock, indus, mais j'étais plus techno, électro. Et puis quand on s'est rencontrés avec Adrien, je crois que le premier jour où on s'est rencontrés, il m'a emmené à un concert de hardcore. Ouais. C'était Et, qui? C'était quoi, tu te rappelles? C'était les Mongoloids à la péniche Alterna. D'accord. Ok. D'accord. Et là, Jessie, tu t'es pris un truc dans la gueule et tu t'es Ouais. dit. Je me suis dit ouais, c'est pas C'est mal, plutôt c'est cool. intéressant. Et puis il m'a fait découvrir pas mal de groupes et puis j'ai assez vite accroché à tous ces genres musicaux. Et puis surtout que visuellement, Bah, c'est c'est vrai ça. que ça me parlait aussi. Quoi. Que- Ça rejoignait un peu des univers que j'aimais bien. Justement, je me demandais qu'est-ce que cet univers sonore et visuel vient réveiller chez vous. C'est très particulier. Alors, on écoute aussi des trucs un peu de méchants ici. Hein. Donc du coup, mais je suis curieux avant de plonger vraiment dans toute votre production. Qu'est-ce que à la base ce truc un peu viscéral vient toucher à l'intérieur de vous comme ça? J'ai une petite question bonus juste après, si vous retenez Non, la non, question non, que reste sur ma j'avais. question là. Oh. La pose après. Ça Ouais. marche. Oh, sinon, je peux m'arrêter en plein milieu de phrase et te laisser la poster. Test. Alors, je voulais dire, attends, mais t'avais une question, Laurent, non? T'es beau gosse, Adrien. T'es super Oh là gentil. là. Je te remercie. Ah, mais maintenant, il faut que tu la poses. C'est le habituel direct. En fait, moi, tout simplement, est-ce que vous avez une pochette en fait d'album, de groupe qui vous a vraiment marqué et c'est un truc qui reste en Ah vous. oui. Voilà, ça poursuit la question de Jérémy. Bonne question. Alors déjà, en fait, sur le truc, qu'est-ce que ces trucs viscéraux et tout ça vous font? Je pense que je vais tout ramener à la bouffe tout le temps. Hein. Mais le métal, pour moi, c'est un petit peu comme de la bouffe épicée. Si tu manges épicé tout le temps, ça t'attaque plus de la même façon et c'est quelque chose auquel tu t'habitues. C'est juste une tolérance à laquelle tu te familiarises. Donc tu vois plus forcément quelque chose de viscéral. Tu vois quelque chose d'intense et d'ambitieux dans le partage que ça peut avoir. Disons que c'est plus quelque chose d'un petit peu plus expansif. Mais une fois que tu t'habitues à cette expansivité, c'est ok. Et le truc c'est que voilà, des fois moi en fait je suis vachement plus tabassé et je subis vachement plus des choses dont les codes musicaux je suis un petit peu moins habitué. Je serais capable de chialer sur de la classique ou alors de me planquer derrière des textes de rap alors que mon petit texan qui parle de décapiter des poulets, ouais, ok, quoi. Et voilà pour mon rapport perso à la musique. Et pour la pochette, c'est toujours mon Où est Charlie préféré. Moi, je crois que c'est Rain in Blood de Slayer, parce qu'il y a des tonnes de gars dessus, des tonnes de trucs un petit peu chelous. On dirait un mauvais mid-journée bien avant l'heure. Et j'ai toujours aimé le petit mec en bas à gauche. Je trouvais qu'il me ressemblait. Donc c'est pour ça que je suis. Excellent. Ouais, c'est un peu narcissique au final. On se retrouve et. Ouais.
Abyss Slayer en typo, c'est Ouais. c'est sharp. C'est clair. Et toi, Jessie? Moi, j'ai toujours aimé aussi tout ce qui est film d'horreur, tous les trucs un peu sombres, même les romans. J'étais fan d'Anne Rice, tous ces trucs un peu, les vampires, la mort, tout ça. Donc finalement, le métal, c'était juste une façon d'exprimer ça aussi musicalement. Donc je m'y suis trouvé assez vite chez moi, quoi. Ouais. Et puis niveau pochette, C'est pas obligé d'être du métal. non, mais c'en est un peu. Enfin ouais, c'est la pochette de Zenzurt de Rammstein, même si bon là ils sont un peu dans la sauce, donc a raison. Mais ouais, quand j'ai vu cette pochette à la Fnac, je me suis dit ça a l'air méchant. Je vais tenter. Quelle est leur skincare routine? C'est vrai que ça pose le deal. Hein. Moi, je me rappelle de la pochette d'album qui m'a donné envie de faire du graphisme, parce que oui, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé par un graphisme. C'était la pochette de Norma Jean, Bless the Martyr and Kiss the Child. Je sais pas si vous connaissez cet album. C'est l'oiseau, non? C'est du Chaos Core. Non, Oui. c'était encore avant ça. C'était une couverture d'une petite fille dans un miroir vachement, assez malaisant. Et puis la pochette, ce qui était incroyable, c'est que les encres les textes étaient imprimés en encre transparente. Donc tu devais déjà que à l'époque des pochettes de CD, il fallait plisser les yeux pour bien lire les paroles. Mais là, en plus, tu devais bien le mettre au soleil sous un certain angle pour pouvoir lire les paroles. Et je trouvais que visuellement, c'était juste dingue. Je veux faire ça. C'est pas Chris Crook qui a fait ça? C'était les mecs d'Invisible Creature. Hein. Je sais pas si ouais, ils sont cool. Ouais. Alors à l'époque, ça s'appelait Asterix Studio, mais bon, c'est. Non, putain, j'avais oublié leur nom. Ouais, c'était bien. Ah ouais. Alors, ils avaient un côté métal et puis un côté vachement cartoon aussi avec des petits visuels tout mignons. Du coup, ça venait. Parce que dans le fond, les métalleux, on est des gentils quand même. On le sait tous. Donc, je vais me la remettre devant les yeux. L'album, il est méchant. L'autre jour, j'étais énervé. Je me le suis mis dans la voiture et j'avais mon petit garçon d'1 an et demi derrière. J'ai un petit peu culpabilisé. et puis, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté quand même. Je me suis dit qu'il fallait pas le traumatiser à cet âge-là. Dans le chat, si vous diguez un petit peu toutes les infos qu'on met et que vous voulez mettre les ressources, il y a pas de souci, allez-y. Faut écrire l'adresse, mais let's go. Alors, vous avez commencé tout à l'heure un petit peu à nous raconter comment vous avez commencé à bosser ensemble, mais comment vous êtes rencontrés techniquement? Enfin, je veux dire selon les détails qui vous vont, mais. Alors, on peut pas en parler, on est en procès. Non. C'est logistique. Non, Peuple d'images, on s'est rencontrés sur Tumblr. Non, c'est génial ça. Tumblr, Ouais. Punaise, ça remonte ça. C'est-à-dire, ça remonte, j'en tiens toujours un. C'est vrai? Tu le mets encore à jour? Ouais, mais de temps en temps, une petite image que j'aime bien de temps en temps. Ça aurait pu être sur MySpace, finalement. Ouais, vous avez eu un MySpace, j'en suis sûr. Ouais, absolument. Absolument. Je regrette cette période. Ouais. C'était bien pour le graphisme. C'était génial. Ça te mettait en relation les musiciens, les graphistes, les illustrateurs. C'était incroyable. Carrément. Ouais, et puis j'avais même codé en Flash un petit lecteur MP3 animé et tout sur mon truc. Quoi. Pareil. et donc Tumblr. Sur Tumblr, ouais. Comment ça vous êtes rencontrés sur Tumblr? Et en gros, on partageait des images de l'un à l'autre parce qu'on aimait bien son Tumblr, on aimait bien l'esthétique, on aimait bien le truc, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'on s'est complètement planté aussi sur la personne en face. Ah oui? C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que Jesse est anglais. Et moi, je pensais qu'il était suédois. Ah oui, mais qu'est-ce qui vous faisait croire ça? Je sais pas. Comme on communiquait qu'en anglais. Dessus. Ah oui, déjà. Ouais. Puis vu ce qu'on partageait. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'y pense, mais vous êtes pas demandé d'où vous veniez dès le départ, en fait. Vous avez commencé à papoter. Juste des images. Ouais. Et puis un jour, je lui envoie un message en lui disant je suis français. Et je parle français. Et Jesse me dit il a compris, je parle le français. Ah oui. Avec ton accent de. Je baragouine du français. Ouais. Et du coup, en fait, on a compris rapidement que on était compatriotes.
Et puis tu lui as dit, allez, viens à Paris, je vais t'amener voir The Mongolians. Effectivement, À peu on va près, se casser la gueule là-dedans. Et... Ouais. J'habitais à Nantes à l'époque, et puis je suis venue sur Paris pour qu'on discute un petit peu. Et puis en fait, j'ai emménagé chez lui globalement le lendemain. Ah ouais. C'était rapide ça. Oui, Ouais. beaucoup de retenue. Bah, t'étais entre deux apparts, entre Après, deux vies, et j'ai c'était fait aussi ma écoute. situation qui faisait que. Mais c'est vrai que tout de suite, on Ça a matché. compris que, ouais, voilà. Et donc, vous aviez tous les deux votre travail. Donc, toi, tu bossais en agence, Adrien, et toi, Jessie, tu travaillais en indépendant. Ouais. Et puis, à quel moment vous êtes dit, allez, on va se mettre à collaborer ensemble? Il y a un truc un petit peu drôle, c'est que le jour où je rencontre Jessie, j'ai dans la poche intérieure de ma veste ma lettre de démission de ma boîte. Ah, le même jour. Ouais. J'étais on des gens qui demandaient l'agence. À l'époque, c'était Publicisnet qui est devenu Marcel. Donc je démissionnais de Marcel parce que j'acceptais un autre poste ailleurs. C'est pour bouger chez Ogilvy à Paris aussi, où en gros j'allais finir par m'occuper de Vuitton.com, de la direction artistique du site. Et là, tu t'es dit, non, c'est Big pas step, possible. ouais. Et moi je démissionnais pour changer de taf, et puis au final je suis resté qu'un an et demi dans ce boulot parce que on dessinait de plus en plus le soir avec Jessie, quoi. Ouais, ça a pris à peu près 1 an. Donc Ah oui, d'accord. Bon, bah finalement, ça s'est fait assez rapidement. Ouais. Donc, on s'est dit c'était le moment de tenter. On avait toujours possibilité de reprendre nos activités précédentes si ça marchait pas. Oui, Ouais. ça reste une espèce de parachute ou de trampoline, mais quand même, en fait, c'est quand même prendre la décision aussi de perdre un statut de salarié pour toi, Adrien. Oh bah ça a été giga violent, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'avais cet appart et c'est toujours cet appartement, mais je suis encore locataire en fait. Et si jamais je devais en changer aujourd'hui, bah je pourrais juste pas, ou alors j'aurais un truc plus petit, donc je m'y accroche tel un pou. Mais en soi, ouais. Jessie a toujours eu le bon goût d'être indépendant. Mais on était quand même content d'avoir, au début où on se lançait, un joli salaire. En gros, je touchais en net un petit peu moins de 3000 balles à l'époque. Et puis, du jour au lendemain, je suis passé, parce que j'ai démissionné aussi, j'ai pas touché de chômage ou de trucs comme ça. ah oui, c'est chaud, ça. Je suis passé à 600 €. Et puis, l'époque où les impôts te font, ça va? Ouais, t'as passé une bonne année, l'année précédente. L'année dernière, ouais, bien sûr. Ouais. Et là, l'année où tu touches rien, c'est le moment Ouais. Donc heureusement, Jessie avait un petit peu d'argent de côté, ce qui nous a permis d'éponger ça. Et ça a pris, je sais pas, 4 ans avant que ça devienne viable. Ah ouais, 4 ans quand même. C'est important de le dire. C'était comment un peu ces 4 années C'était plutôt rock. Ouais. Mais c'est le choix en fait que vous faites tous les deux, c'est d'aller justement dans cet esprit-là à fond, quoi. La bohème. Ouais, on essaye, ouais. mais non, si, c'est prendre le risque. Après, c'est un moment, ça arrive à un moment de nos vies où on se rend compte, nouvel amour, on n'a pas forcément l'envie ou l'ambition de faire des mioches, faire des trucs comme ça. On n'a pas de crédit sur le dos. En tout cas, nous, c'était zéro jugement pour les enfants. Hein. Non, mais j'ai bien. On n'avait pas envie de faire des mioches, des trucs ils ont comme des ça. chats. J'ai trouvé ça drôle. J'espère juste qu'elle tient une petite grenouillère Norma Jean. Mais je vais l'éduquer. Et donc le truc, ouais, c'est qu'on s'est lancé, mais parce que il y avait pas beaucoup de risques en fait. Et au pire, on retrouvait un taf, on se débrouillait. C'était aussi une période un petit peu plus simple. Et encore une fois, savoir faire de graphiste et sinon aucun problème à aller faire des cafés ou machin, quoi. Ouais, on avait quand même encore des petits projets de graphisme aussi à côté qui aidaient à équilibrer. Ouais, le truc, c'est que quand je me suis tiré de mon agence, j'étais en très bon terme avec. Et ils nous ont rappelé, et même sympa, c'était des complices qui disaient tiens, j'ai vu ce que tu fais, c'est cool, on pourrait peut-être le faire pour ça. Et c'était pas comme si on partait de nulle part, quoi.
Et c'est aussi ces projets de graphisme qui nous ont aidés à bouffer Ouais, au pendant ces début. 4 années, ouais. Parce que et même qui nous permettent de bouffer aujourd'hui. Hein. Non, on fait plus vraiment de graphisme à proprement parler. Aujourd'hui, on fait des illustrations pour des gens ou pour des sociétés ou pour des marques, mais ou pour des agents, je veux dire plutôt que sociétés. Mais le truc, c'est que effectivement, aujourd'hui, le monde de la musique est terriblement plafonné concernant les prix. Ah bah oui. On peut en Et parler un peu? ouais, bien sûr. Et il faut garder justement un pied, je vais dire, dans la vraie économie de la communication, de la publicité, des images de marque, où là, on peut négocier des tarifs un petit peu plus corrects. Oui. C'est l'un qui finance l'autre, vous diriez? Les agences, la publicité, la communication, qui financent vos projets plutôt musicaux ou... Ouais, il y a un peu de ça. C'est sûr que quand tu fais un t-shirt pour un groupe que t'aimes bien et t'as vraiment envie de t'amuser, mais que tu vas y passer une semaine et ce sera payé 200-300 €, bon ben t'es content d'avoir aussi les projets qui payent un peu plus à côté, mais ça te permet de profiter aussi des choses passion, mais qui... Ouais. Et les 200-300 € un t-shirt, c'est aussi pour des gros groupes ou c'est plutôt pour des petits groupes ou... Après 200-300 €, c'était un petit peu notre tarot du début, quoi. Ouais. Maintenant, on fait les tarifs, en fait, ça dépasse rarement les 500 € pour un groupe quel qu'il soit. Pour un t-shirt ou pour une pochette? Pour un t-shirt, ouais. C'est du merch, hein, voilà. Ouais, Rammstein a un forfait de 500 € par design. Quoi? Mais c'est Rammstein, quoi. Il le rentabilise en 43 secondes. C'est horrible. Ouais, c'est comme ça. Ils savent qu'ils trouveront toujours du monde. Ils trouveront toujours des gens et tout ça, et même. C'est cool. Vous pouvez dire vous avez bossé pour Rammstein, c'est quand même plutôt charmé. Ouais, c'est chouette. Mais après c'est peut-être de la vanité de se dire ouais j'ai mis ce groupe que j'aime bien ou que j'ai bien aimé ou machin dans mon Pokédex et voilà, mais disons que ouais, c'est pas fait pour oh la vache, je vais bosser pour ce gros groupe, à moi le robinet à thunes, quoi. Ouais. On a discuté avec Elzo Durt, que vous connaissez peut-être, ouais. Et il nous disait pareil, en fait. Je veux dire, son travail, il est incroyable. Il a bossé pour des groupes incroyables. Il bosse à mort pour Born Bad Records et puis plein d'autres. Et en fait, il nous dit, mais tu gagnes 3,50 francs. Bien sûr. Et tu te dis, mais zut, enfin, ça fait rêver beaucoup de gens de bosser dans le milieu musical. Moi-même, j'avais ce rêve au tout début. Je me suis vite rendu compte que vu que j'aimais bien la musique, mais j'étais pas vraiment impliqué dans le milieu musical moi-même, chose que vous l'étiez plus. Je me suis pas frayé un chemin, donc c'était un peu mort, mais que même si on se ferait un chemin, au final, financièrement, c'est chaud, quoi. Faut trouver un équilibre, ou c'est surtout pour la beauté du geste et la passion, quoi. Ah non, carrément, c'est la porte des enfers, dans l'enfer de Dante. Vous pouvez entrer ici, abandonner tout espoir. Je vois dans le chat quelqu'un qui me dit on touche aucun droit d'auteur par t-shirt. Non. Au début, on se disait ah ouais, ok, on va faire un contrat et puis si vous reprintez, vous nous filez tel truc. Mais y a pas ça n'arrive jamais. Non. C'est très très peu. Enfin, Rammstein, je crois qu'il y avait contrat quand même. Mais en gros, c'est pour te niquer si jamais t'as envie si tu en fais un clip. Ouais. Mais globalement, non, c'est l'Eldorado. Hein. Mais ce qui permet quand même de collaborer avec des gens chouettes, autant du côté des managers que des musiciens. Et au final, je crois vraiment que je préfère en chier et bosser une semaine sur un t-shirt pour un groupe que j'aime bien et gagner des fois les 500. En fait, le 500 devient $1. Hein. 500 €, $500, pour eux, c'est pareil, en fait. Et alors que non, pas vraiment. Mais très très content de passer une semaine pour 500 € pour un truc vraiment détaillé, vraiment fourmillant. Et je préfère les gagner comme ça plutôt que 500 € en faisant, je sais pas, 2 dessins de presse pour un mini truc. Mais encore une fois, c'est à toi de décider où tu veux mettre
ouais, ton cœur, ton énergie, quoi. En Ouais. tout cas, C'est super parce que il y a beaucoup d'artistes qui travaillent vraiment en direct avec nous. Il y a des musiciens qui sont encore très impliqués. Et tu veux dire, tu passes pas par un directeur artistique ou un manager, ouais, c'est directement l'artiste. Au final, il y en a qui marchent comme ça, mais c'est pas ce qui. Enfin, il y a même des groupes qui s'en fichent totalement de ce qui sort sur leur t-shirt. Mais ceux-là, on bosse une fois avec eux et puis on comprend qu'en fait, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut des gens qui sont impliqués et c'est super de parler de visuel avec quelqu'un qui veut que ça traduise vraiment sa musique. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche et de temps en temps, même on a des potes qui de gros groupes qu'on maintenant à force de collaborer, on a la chance de les appeler des potes et des fois ça les fait chier. C'est que moi j'aimerais qu'ils me fassent un truc, mais je dois passer par mon manager et lui demander. Et il me dit non, c'est pas le moment. Alors que nous, allez, faisons quoi. Et vas-y, je t'en prie. Non, pardon, j'allais te demander si vous avez des exemples de collab avec des groupes qui sont devenus des potes ou avec qui vous avez vraiment des très bons souvenirs. Oh pas mal. En fait, bon, on a des potes qui sont devenus des collaborateurs et on a des collaborateurs qui sont devenus des potes. Le plus marrant, c'est Matthew Matifi de Trivium. Ouais. En gros, le premier groupe qui vient nous voir à la base, c'était pas un groupe, c'était un label qui s'appelle Srotruner, qui est un des meilleurs labels de musique amplifiée en France actuellement. À Laval. Ouais, exactement. Et ils nous demandent un logo. Et puis on fait le logo. Et puis tiens, ça tape dans l'œil d'un groupe nantais de black metal qui s'appelle Regarde les hommes tombés, qui nous demande de faire la pochette de leur premier album. Et puis c'est cool. Et puis on fait la deuxième pochette. Et là, en fait, il y a Matt de Trivium, qui est un groupe de métal qui remplit des stades en Floride, quoi. Gros groupe, ouais, c'est clair. Et qui nous dit, oh putain, c'est vous qui avez fait ça. C'est ouf. Parce que on réagit à une photo de lui où il porte un t-shirt qu'on a dessiné. On lui fait, oh putain, trop marrant. C'est nous. C'est nous. Et il fait, oh, c'est vous. Mais j'adore ce groupe et j'ai acheté ce groupe parce que j'ai adoré la pochette. Faisons un truc. Et on a commencé à faire des trucs. Et de fil en aiguille, on lui a fait, je sais pas, 5-6 t-shirts. 5-6 tiches, et puis on s'est retrouvés à les bouffer ensemble quand il était de passage à Paris. Ah oui, trop bien. Et on papote, on s'envoie des gentils mots avec lui, avec sa compagne aussi, et on voit leurs enfants grandir et tout, et c'est trop cool, quoi. Vous n'êtes pas encore allé en vacances en Californie chez eux? Non, pas encore. Ah, Californie, j'aurais pas été contre, mais Floride. Ah oui, la Floride, oui, c'est juste, ouais, c'est vrai. Genre, j'ai pas envie de me heurter au Florida Man de toutes les news. C'est clair. Puis ça se passe comment, du coup, en général, quand les groupes vous contactent? Mal. C'est juste. En général, Timo, salut, faisons un truc. Et puis on leur dit, ok, vous en avez besoin quand? Et puis là, on voit si ça peut se faire ou pas, ou si ça se fait plus tard. On a des gens, disons qu'on dissémine un petit peu selon les plannings qu'on a, parce qu'on commence à avoir un petit, je vais pas dire une liste d'attente, mais un petit peu, parce que malheureusement on est limité. Mais ouais, qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on aime bien, c'est avoir un aperçu de la musique, évidemment. Et puis, s'ils ont déjà un petit univers visuel qui nous envoie un petit peu ce qui les fait vibrer niveau image. Et puis, on voit si ça match. Ouais. Mais par exemple, je t'en prie. Non, ouais, j'allais dire, en fait, c'est vrai qu'en tant que graphiste de formation, en fait, ça doit vous importer, justement, le côté un peu brief, en fait. C'est-à-dire que vous avez un univers qui est très marqué, mais quelque part, il y a aussi l'importance, en fait, de répondre aussi à la demande de la personne. Bien sûr. Et cette importance, c'est toute une pression qu'on se met aussi. C'est-à-dire que tu vas pas, même si, enfin, il y a des gens, tu viens les voir pour, leur univers graphique. Il y a des gens, tu vas les voir pour le parti pris décalé qu'ils auront. Il y a des gens, tu vas les voir pour le savoir-faire. Et
disons qu'on essaye d'adapter un petit peu tout ce qu'on fait. Là, par exemple, on parlait de Gold, le groupe néerlandais pour lequel on a fait la pochette. Qu'on a vu en avant-première d'Amenra, je le précise, et que j'ai adoré, c'était trop cool. Ils sont venus nous voir parce que ils aiment bien ce qu'on fait et ils nous ont dit putain, on avait adoré ça. Ils étaient remontés notre timeline pour trouver des petits trucs qui causent, sur lesquels on puisse échanger. Mais c'est vrai qu'en plus, au fur et à mesure des années, on a développé, ça reste, c'est Fortifem, mais on a quand même différents langages visuels. Ouais. Donc les gens viennent pas forcément nous voir pour les mêmes choses, des choses soit très sombres, soit très fluo, soit... C'est vos styles aussi à vous, un peu différents justement, ou pas forcément? Pas vraiment, je dirais que c'est un peu des casquettes, c'est-à-dire qu'on va avoir la casquette gravure médiévale d'époque, très très épique. On va avoir le petit truc un petit peu aigre-doux, un petit peu décalé, plutôt inspi tatou. On va avoir des machins carrément stupides. On va avoir des machins stupides? C'est-à-dire un chat avec un nunchaku, quoi. Ah oui, c'est des trucs stupides comme ça, c'est rigolo ça. Et des trucs qui nous font marrer. On aime bien distiller, mélanger les trucs, mais par exemple, Gold, il y a une espèce d'immense second degré dans tout ce qu'ils font, même quand ils parlent de choses horribles et intenses. Et ils sont venus nous voir notamment par ça, parce que Thomas et Milena, qui sont derrière le groupe, sont des personnes très drôles. Et donc, on leur a envoyé plein de croquis, de machins qui nous faisaient marrer et qui implémentaient cette espèce de côté doux amer du groupe. Mais quand on doit bosser pour Amenra, on rigole moins. La déconne sera un petit peu moins là. Il y a moins de déconne. Il paraît que Colin est très gentil humainement, mais visuellement, ça ne déconne pas une seconde. Il est drôle, mais à chaque fois, il vient. Tu le vois arriver, de temps en temps, il est en tournée, il s'est infligé 2 cocards et tout ça, et il vient te voir, il te balance une blague directe, et tu fais, oh la vache. On soupçonnerait pas quand on les voit, mais en fait... Mais oui. donc c'est différentes façons de répondre à des trucs, et c'est ça qui est rigolo. C'est aussi ce qui nous permet, je vais dire, autant de faire de l'illus pour jeunesse que des t-shirts avec des zombies pour le métal, quoi. Mais j'adore votre choix de vocabulaire tous les deux, parce que Jessie, toi tu as parlé de langage et Adrien, tu as parlé de casquette. Et en fait, d'autres personnes parleraient de style. Et le style, c'est vraiment une vraie question chez les illustrateurs, illustratrices. Ouais. Et moi, je l'aime pas ce mot-là. Moi, j'aime bien parler de voix, VOIX. Ça revient justement à langage et casquette. Et je trouve que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs cordes à notre arc. On n'est pas cantonné forcément, même si l'univers peut être assez concret, il peut être aussi poreux, il peut se passer pas mal de choses. Puis on a des envies ou des besoins qui sont multiples. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir justement d'un boulot de commande à un boulot ou un projet perso, faire ces ponts, ces passerelles. C'est ça que je trouve fun. Merci pour ce vocabulaire. Complètement d'accord. Puis même je sais pas si on a vraiment beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Enfin, on aurait du mal à utiliser le mot style, en fait. Mais je sais pas si c'est de la confiance ou pas, mais je trouve ça rapidement, en tout cas, vu ce qu'on fait, je trouverais ça pompeux de nous s'autoprogrammer ayant un style. Il y a peut-être une patte, il y a peut-être un truc, mais mettons, c'est pas un trait, c'est pas une façon de coloriser, c'est pas une façon de tracer. Je vois les copains Maison Tangible, Momon qui sont dans le chat. Ils ont cette patte, ils ont ce truc, même s'ils le renouvellent. Hein. Je dis pas qu'ils sont en train de régurgiter ad nauseam dans le même style, dans le même style quelque chose. Mais par exemple, je vois de l'autre côté dans le chat aussi Antoine Lano, qui est un mec qui a un taf très très protéiforme, qui est capable de s'adapter à des codes, que ce soit
un machin un petit peu cartoon ou un machin un petit peu plus méchant pour du hardcore, mais toujours en gardant le suc qui fait son identité, quoi. Je pense que c'est aussi d'avoir commencé en tant que graphiste. C'est vrai que il y a le côté répondre à des commandes. Ouais, tout à fait. Garder un peu, quoi. C'est le truc dont on s'est toujours défendu, c'est vrai, c'est on n'est pas des artistes. Vous êtes des artisans. Ouais. Pourquoi cette différence? C'est marrant de mettre un point d'honneur là-dessus. Parce que pour moi, un artiste, ce qui le caractérise, c'est et sa vision et sa façon de l'incarner et sa façon de vouloir le créer, quoi. Mais nous, disons que c'est notre vision d'autres arts, d'autres. En gros, on est un peu des mercenaires qui vont permettre, par exemple, à des musiciens d'incarner leur musique sur une pochette. Sinon, on serait artiste si on faisait des choses par nous, pour nous et pour les autres. Mais des machins en circuit contenu, ouais, on se considérait peut-être comme artiste. Ouais. Mais puis surtout, c'est vrai que notre style, on sait que il se serait pas développé du tout de la même façon si on n'avait pas eu certaines demandes de musiciens ou d'autres clients, quoi. La couleur, on pensait pas du tout en faire au départ. Nous, on était là, noir et blanc. Et puis, tu pars avec des principes. Il a dit, je veux des néons, quoi. Donc, on a fait comment on fait ça. Puis, maintenant, on en fait tout le temps et ça fait partie de notre langage et on adore ça, mais. Ouais. Tu peux pas prévoir ce qui va arriver en termes de commandes ou de collaboration ou d'idées, parce que l'inspiration, elle vient aussi comme ça. Effectivement, quand tu pars avec des principes, moi, je connais ça avec le pixel art, plein de principes. En fait, ils sont tout le temps remis en question. Et ce qui est fabuleux, je trouve, dans nos métiers, c'est la capacité, justement, à s'adapter aux choses. Et puis à se dire, c'est pas grave, je passe, en fait, ce totem que j'avais érigé et je vais découvrir ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on s'améliore en tant qu'artiste, artisan, ce que vous voulez. À la base, aux États-Unis, il me semble que le métier d'illustrateur, on disait pas illustrator, on disait commercial artist. Donc il y avait vraiment tout de suite le fait que je suis un artiste commercial. Donc tu es un vendu, quoi, tout simplement. Tu vends ton âme au diable, wink wink. Et donc, du coup, il n'y a pas ce truc vraiment de je suis un artiste. Mais est-ce que vous trouvez que c'est prétentieux de se considérer comme artiste ou... Non, quand je disais qu'on n'a pas la prétention, c'est personnel. On ne trouve pas ça prétentieux. Quelqu'un qui est un artiste, qui fait un travail d'artiste, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Moi, j'ai pas eu ce courage ou cette ambition ou je ne sais pas quoi. Et le truc, on s'est souvent posé la question. Hein. Par exemple, est-ce que si je fais des t-shirts pour un groupe et que lui le vend de son côté, est-ce que je devrais pas prendre exactement la même énergie de faire un t-shirt, par exemple, pour moi et aussi profiter des recettes des ventes? Il y a par exemple ce formidable Stéphane Casier de Yes Studio. Yes Studio, qui a sauté le pas de ce côté. C'est-à-dire, avant, il bossait pour des gens avec son style et au bout d'un moment, il s'est dit, attends, je vais faire mon truc. Faire ma marque, ouais, carrément. Et je vais faire ma marque. C'est mon univers. Et voilà. Et là, c'est un travail de création et un travail, je dirais que c'est un travail d'artiste parce que il est devenu le propre artiste qui vend son propre merch. Et ça vous a jamais tenté ça on en a fait un petit peu, mais c'est vrai qu'on a besoin on a besoin de commandes aussi pour avoir s'installer. Ouais, mais ça aussi c'est un saut qu'on pourrait très bien envisager. Faire des t-shirts Fortifem, ce serait pas Amenra, mais ce serait Fortifem à la place du visuel, ça pourrait être trop bien. Tu vois, mais nous, déjà, quand on met Fortifem sur un t-shirt, on est genre, wow, pour qui je me prends là? Ah non, mais c'est bien, ça met aussi face à toi-même. Et je trouve que la définition que tu avais fait de l'artiste, juste avant, dans la question précédente, était pertinente, hein, parce que c'est une posture. Et, alors, en fait, le mot artiste, il fait peur. Et j'en parlais dans un dernier épisode. Il fait très très peur, le mot artiste. On n'ose pas en fait se l'approprier.
pour des tas de raisons, mais c'est aussi parce que c'est une question de définition. Et je trouve que ta définition, elle est pertinente, et que justement le fait que tu dises, on est plus artisan de ce fait-là, du fait d'avoir une posture qui n'est pas celle de mettre en avant forcément notre univers, mais de répondre aussi à des clients ou des collaborations. En fait, pour moi, ça tient la route. Et quelqu'un qui se donne cette étiquette d'artiste, mais il a tout à fait raison de le faire, et faut qu'il s'engage aussi dans cette voie-là, quoi. Et je me demande si, vu que vous êtes vachement dans le milieu musical et fan de métal et de merch et compagnie, ce serait pas une manière, vu que vous braillez pas dans des micros et vous cassez pas des batteries et des guitares, de faire votre propre groupe. Moi, je sais que dessiner toutes les pochettes de Sens Créatif, bon là maintenant c'est Laurent qui a vachement repris le pas sur les derniers épisodes cette année, mais les 3 premières saisons, c'était ma manière à moi d'illustrer mes pochettes d'albums, tu vois, que j'ai jamais pu moi-même vraiment me frayer un chemin dans ce milieu-là, mais je me suis fait plaisir au format carré. Bon, merci Instagram, hein, bon, c'est un concours de circonstances, mais et donc moi je me suis fait un petit bœuf, tu vois, de créer mon petit univers visuel, et je sais que par exemple quand on fait des enregistrements en public du podcast, il y a un petit peu cette énergie du live un peu improvisé. J'ai tout le temps des petites cartes postales, des stickers, des petits badges, des machins, un peu comme les groupes que j'aimais bien aller voir, tu vois. Bon, c'est une version modeste, hein, mais c'est une façon, à ma manière, de vivre un chouille, mon petit rêve de... Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais hurler dans les micros, hein, mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez de colère en moi pour le faire. Mais tu vois, à Sens Créatif, malgré tout, ça m'a permis d'un petit peu accomplir ça. Donc, je me demande si vous, au final, ce serait pas un pas, tu vois. Mais le pas est là. Le pas est, on parle trop de pas est là. Mais le truc, dis-toi, Jérémy, maintenant, t'es devant un micro tout le temps aussi. Oui, non, mais exactement, tu peux faire du métal ASMR. Spit my rage and your fucking voice. Terror. Mais le truc, c'est que, je vais dire, cette espèce de vanité, elle prend un petit peu. C'est-à-dire que on a demandé à un mec qui s'appelle Luca Devinou, qui est un ami aussi, qui fait beaucoup de logos de métal, de nous en faire un, en fait, pour nous. Et on a fait un logo black metal, et on commence à faire un petit peu de merch. On a la chance d'avoir nos sérigraphes de print qui nous ont proposé d'ouvrir un shop Fortifem, juste de merch Fortifem, qui va ouvrir sous peu. C'est vrai. Mais voilà. Maison Tangible, il va être content. Il a demandé dans le chat. Mais nous, le truc, c'est qu'on a toujours bien aimé. Il n'y aura pas encore de slip. Désolé, Aurélie. Oh. Je ne porte pas d'Europe. Je ne porte pas de slip. Je ne vendrai pas de slip. Mais c'est bien ça de savoir ça. Donc du coup, vous passez le pas en fait. Ouais, mais de manière extrêmement lâche. C'est-à-dire que en gros, le sérigraphe nous a proposé, écoutez, vous nous filez du matos à imprimer, on imprime et on s'occupe de tout en fait. Donc c'est pas trop mal, ouais. Ça ouvre quand? Pas trop... À mon avis, après le Hellfest. Oui. Donc la rentrée. Ouais. Ça va ouvrir cet été, et dès qu'on le saura, on le dira. Mais voilà, et plein de trucs et des petits classiques qu'on avait fait, et pas mal d'illus qu'on a fait essentiellement pour nous en fait. Donc avec des petits Fortifem écrits. Mais encore une fois, c'est quelque chose pour le moment, je dirais de pas sérieux. C'est plus se faire kiffer, avoir des petits merch qu'on nous commanderait pas, et puis si on peut vendre des petits chats mutants ou alors des petits dessins bêtes, nous ça nous fait kiffer quoi. Et des chats avec des nunchakus. En même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que partir d'un projet qui est amusant, c'est peut-être aussi ça la clé du possible potentiel peut-être succès, parce que c'est-à-dire que si on se lance dans des stratégies où on voit déjà l'objectif et on dit il faut atteindre ça, telle étape, on a de grandes chances, pour pas dire des risques, de pas y arriver, parce que la pression va être totalement énorme. Alors que quand en fait on a ce détachement là de simplement s'amuser à faire les choses qui nous font kiffer, et peut-être que ça peut devenir un business, peut-être que voilà, tout ça est c'est la potentialité des choses qui rend la créativité
à mon avis, intéressantes, quoi. Oui, oui. Dans ce qu'on a fait, autant se lancer dans l'illustration que de faire ça, que de faire du merch, que même, je sais pas, ouvrir un business de bouffe ou un truc comme ça. Tu commences simplement, et si tu commences un petit peu en dilettante de temps en temps, ça peut arriver, ça peut venir, et ça peut. Enfin, moi personnellement, c'est une énergie que je trouve un petit peu plus belle parce qu'un petit peu plus organique. De commencer en dilettante, puis au bout d'un moment, waouh, ça devient sérieux et je suis obligé de consolider un petit peu ça et je suis obligé de discipliner un petit peu ça, plutôt que des gens qui font bon. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan marketing. J'aimerais devenir illustrateur surpuissant en 18 mois. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent, comment vous avez fait? Comment vous faites? Comment on fait pour devenir illustrateur? Tu travailles, bon sang. Ben ouais. Et des fois ça marche pas. Et il faut remettre ça en question. Mais le truc, c'est que c'est comme tous ces gens qui vendent des formations pour être millionnaires. Mais en fait, c'est les formations qui font qu'ils deviennent millionnaires. Mais complètement. C'est le principe. C'est pyramidal. Mais pour moi, il y a aussi le truc d'aller chercher vraiment à l'intérieur. Au tout début de l'interview, je me demandais en quoi le milieu métal vous interpellait. Mais c'est aussi parce que ce milieu-là, cette iconographie, les idées qui sont véhiculées, l'ambiance vient toucher quelque chose d'intime, de personnel, qui est peut-être justement tellement viscéral et intime que le meilleur moyen de le traduire, c'est visuellement. Vous êtes pas dit, tiens, ce truc marche, je vais le faire. En fait, non, ça vous correspond et vous avez tracé votre sillon, quoi. Non, quand on a vu le métal, on s'est dit, c'est un marché. le métalleux porte des t-shirts, le métalleux porte des vestes, c'est un marché. Il y a de l'argent à se faire. C'est une opportunité. Alors, on a commencé à se faire tatouer, à porter des t-shirts noirs et tout ça, mais je déteste le métal. Non, mais voilà, tu vois, il boit beaucoup de bière aussi, Tu peux faire du design sur les gobelets. La bière et la bouffe, Adrien, il me semble que t'as un truc avec la nourriture, tu fais tout le temps référence. Un petit peu, oui. J'ai vu, là, vous avez fait une couverture pour un livre de recettes vegan. Ouais. Pour East Side Burgers qui est terminé, mais c'est dommage. Ouais. Mais les copains d'East Side Burger, on avait fait des affiches pour eux quand ils annonçaient leurs nouvelles recettes dans leur restaurant vegan du 11e. Et puis on était bien tristes quand ils ont fermé. C'était l'an dernier. Ouais. Passé vite le temps. Et donc oui, Teresa de East Side Burger sort un livre de recettes véganes et qui raconte aussi un peu l'histoire du resto. Ouais. Le best-of de ces recettes et les cheesecakes les plus dingues du monde. Voilà. Mais oui, mais je suis trop triste que c'est fermé. J'avais récupéré un sticker il y a longtemps. Je trouvais qu'il était trop chambé. Et puis en retombant sur votre Insta, j'étais genre ah oui, ah non, c'est fermé. Trop nul, quoi. Ah, mais ça va paraître aux éditions Naturalia. Libertalia Naturalia. En septembre. Ouais. Non, et faire la com visu d'un resto, ce genre de truc, ça vous botte? Oh, c'est cool, mais après il faut trouver vraiment la dynamique du truc. On l'avait fait une fois. Ouais. Je crois que notre graphisme encore. Peut-être, ouais. C'est 42 degrés. C'est un restaurant vegan et principalement de la nourriture crue. Ouais, que de la nourriture crue. Hein. Chez Station Poissonnière. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui est logo ou graphisme, on en fait de moins en moins. Ouais. Ben disons qu'en fait, il faut que ce soit cohérent aussi. Je pense que assez souvent, quand des gens viennent nous voir pour un logo et tout ça, si on a l'impression que c'est un stretch ou c'est quelque chose qui nous paraîtrait pas forcément naturel, on va orienter vers des potes qui seraient peut-être meilleurs. On va orienter vers des gens. Parce que, et on leur dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on bosse ensemble, on pourra bosser ensemble sur un autre truc, mais ça me paraît pas être la meilleure chose. Ouais. Après, le truc qui est drôle, c'est qu'on a aussi donc des amis qui après montent une cave, montent un resto. Et dans ce cas-là, ouais, on essaye de les honorer, mais c'est vrai qu'on a un gros pas dans la bouffe. Quand on dit c'est un petit savoir-faire qu'on a plutôt qu'une identité, ça va faire déjà plusieurs années qu'on bosse vachement, par exemple avec Hachette, les éditions, et on fait beaucoup de dessins de cépages, de bouteilles de vin, de
de trucs pour illustrer des livres sur le pinard, sur les accords mets-et-vins, sur la bière et des trucs comme ça. Et parce que ça nous plaît, ça nous fait marrer. Et dessiner le 7e cercle de l'enfer ou alors un cépage argentin, c'est la même chose. Il y en a juste un qui a un petit peu plus de raisin, c'est tout, quoi. Ouais. Bon, on voit ça, il y a une multiplicité. C'est chouette qu'au final, vous n'êtes pas cantonné que au milieu musical, déjà pour des raisons financières, mais aussi pour vous diversifier. Et on n'en a pas des masses parlé, mais justement, vous avez aussi bossé pour des grosses marques, pour en pub, en com. Je note, je name drop un peu, hein, mais Ubisoft, HBO, Cartier, Volcom, Vanity Fair, Affligem, Canal+, Arte, Jägermeister, Le Monde chez nous. Enfin, bref, beaucoup de bon monde. Et oui, je me demandais, est-ce que vous prenez, j'imagine que la réponse est oui, mais vous prenez autant de plaisir sur ces projets-là que les projets musicaux, ou parce que c'est quand même parfois des trucs assez conséquents? Ouais. Oui, en fait, si la dynamique est cool et si nos interlocuteurs sont chouettes et si le contrat roule et tout le monde s'y retrouve, c'est chouette. Ce qui est, toutes ces marques qui viennent nous voir, qui sont des fois très éloignées du métal, typiquement, Cartier. Oui, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Après là, ça s'était passé par une agence, mais ils voient ce qu'on fait à côté. Et donc déjà, on sait que ils nous font confiance parce qu'ils savent que on fait des choses très différentes à côté. Ouais. Donc, on l'a de moins en moins, mais assez souvent, il y a la petite phrase pas trop dark, hein, quand même, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est vrai. Au début, quand on avait vraiment pas beaucoup de projets pour des choses autres que la musique, c'est vrai que ça leur fait un petit peu peur au début. C'est un peu frustrant, non? Genre, on veut vous, mais pas entièrement vous, quand même. Mais après, nous, le truc, c'est ce qui est drôle, c'est que c'est presque un truc que je prends mal quand on me dit mais pas trop dark. Je fais mais bien sûr que je vais pas vous faire un truc dark. Oui, genre ça va. Ouais. Je suis un professionnel, moi, monsieur, madame. Mais c'est marrant, il y a un côté maso un peu. Ils viennent pour un peu détériorer leur image, pour la rendre un peu plus rock, un peu plus badass. Enfin, tu vas me répondre là-dessus évidemment. Et en même temps, il y aura toujours la petite indication, tiens, mais pas trop quand même. Ouais. Ça dépend en fait. Il y a des gens qui viennent nous voir juste parce qu'on fait des dessins très détaillés et très mignons et bien faits et machin. Il y a des gens qui vont venir nous voir parce que on garde un petit pied dans le Moyen-Âge. Il y a des gens qui vont venir nous voir pour la culture tatou. Il y a des gens qui vont tu parlais des casquettes, ouais. Ouais. Et donc en général, ouais, non, quand par exemple Hachette 20 sont venus nous voir grâce à leur reco de bons potes qui sont les ateliers AAAA 5A qui sont des super DA et graphistes qui nous ont fait jumper sur l'encyclopédie Hachette. S'il y avait pas disons qu'il y avait peut-être un petit peu l'ambition de moderniser ça. Mais nous, on fait des trucs un peu chiants. On fait du dot work, on fait de la gravure. Et je dirais que après, ce qui est rock, c'est si on décide de représenter quelque chose de rock. Mais sinon, c'est quelque chose de très simple. Et quand on bosse pour Cartier, quand on dessine un cristal de quartz en détail, c'est ça pas reste très sage, très quoi. rock. Ouais. C'est votre côté artisan. Vous vous adaptez. Ouais. Vous avez un savoir-faire que vous adaptez en fonction du brief. D'ailleurs, ça marche comment quand vous recevez tous les briefs que vous recevez? Vous bossez à 4 mains. Donc évidemment, il y a l'identité Fortifem, mais on devine que voilà, vous avez peut-être des fonctionnements différents. C'est quoi un peu le modus operandi de votre duo? Ça se décide un peu au feeling suivant le brief qu'on reçoit. Hein. C'est vrai que assez vite, quand on voit la demande, on sait qui va dessiner. Après, pour la phase de recherche, au départ, on commence par un premier échange entre nous pour les premières idées. Mais
tout peut se mélanger vraiment. Il peut y avoir quelqu'un qui fait les sketchs, l'autre après va dessiner et puis repasser à l'autre pour la couleur. Donc il n'y a pas vraiment de modus operandi classique pour chaque projet. Ouais, des fois on se passe le plat. On bosse pas mal. On se fait un crayonné dégueulasse sur un post-it que quelqu'un va élaborer un petit peu plus. On fait pas mal de collage numérique. C'est vachement plus simple pour réfléchir. Ouais, Même j'avoue. maintenant, on commence à jouer un petit peu avec Midjourney de temps en temps pour réfléchir si on peut pas avoir. Ben si, c'est un outil, mais encore une fois, c'est qu'un outil. C'est intéressant. Tu peux développer disons que c'est un outil qui va nous permettre de temps en temps à réfléchir à putain, cette composition, je l'avais pas pensé comme ça. C'est vrai qu'au niveau des points de vue, des angles, pour dessiner quelque chose, ça nous permet de voir des choses auxquelles on n'aurait vraiment pas pensé. C'est pour moi, parce que assez souvent quand on réfléchit à trouver par exemple, je sais pas moi, une mise en forme, on va googler 2-3 trucs et puis on tombe sur des photos et puis cette photo ouais c'est cool mais je la verrais bien différente et un petit coup de Midjourney. Là on va avoir pas mal de compos différentes qui peuvent nous inspirer et puis ensuite c'est un outil, on repart en dessin. C'est marrant, on va le prendre dans un autre sens, dans une autre direction. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à structurer toujours nos illus un peu de la même façon. Oui, c'est votre fonctionnement. Voilà, au bout d'un moment, ça devient un peu un réflexe, poser tes bases, tu vas le faire toujours un peu de la même façon. Et là, ça challenge un petit peu ça. Puis c'est un peu éprouvant. T'as vraiment, enfin moi je sais que quand j'ai recours, j'ai un peu l'impression d'avoir les doigts qui puent. Je me sens pas très bien de faire ça parce que le problème c'est qu'on a des amis photographes qui sont inquiets à juste titre. On a des amis illustrateurs qui sont inquiets et les agents aussi d'illustrateurs. Alors eux encore plus. Bah oui. Mais parce que à juste titre, nous on le considère vraiment comme un outil. Ce qui est affreux, c'est quand des marques ou des clients le considèrent comme une finalité. Ah oui, ça c'est chaud. Et ça devient infect. Mais le problème, c'est qu'il y a rien de pire. J'ai pas envie d'être cette personne qui a refusé d'avancer avec son époque aussi, a refusé dans son processus créatif d'intégrer de nouvelles choses, quitte à ce qu'elles soient contestables. Mais l'intérêt, c'est ce qu'on en fait et ce qu'on va pas diluer en tout cas dans notre process, c'est une éthique et une approche. Jamais on sortira un truc qu'on a gribouillé sur, qu'on a sorti direct des Midjourney et qu'on a juste redessiné, quoi. De toute façon, si je me trompe pas, vous avez aussi une approche vachement manuelle des choses. Vous dessinez beaucoup tout à la main. Je veux dire, Midjourney, c'est du virtuel. Vous, c'est... Je me trompe pas, hein. C'est quoi un peu votre processus de dessin? Vous faites tout à la main, puis vous scannez, puis vous retravaillez. On dessine un peu moins à la main maintenant parce que. Quoi? Non, je rigole. Il va nous la refaire. Non, joke. Ah ouais. Bah oui, pour faire des expos, c'est bien ça. On en a plein. Ça vaut de l'argent, tout ça. Mais ouais, on a eu une période où on a eu vraiment beaucoup de projets à enchaîner et on s'est dit, il faut trouver un moyen. C'est pas possible, on peut pas faire tout à la main. Parce que t'as un problème. Comment? Parce que je nettoie tout. Oui. Elle nettoie tout? Quand on dessine à la main, on scanne après. Et moi, j'ai toujours envie que le truc soit nickel, donc je peux passer tu passes des heures. Je faisais ça aussi. Après, les petits traits qui dépassent. C'est par là même. Ça peut devenir obsessionnel. Ouais. C'était obsessionnel dans la mesure où des fois, en fait, on avait le dessin, on avait un petit calque de niveau histoire de bien faire nos contrastes, et puis il y avait le calque de retouche, et en fait, quand il y avait plus que le calque de retouche, c'est un petit peu comme si on avait le Saint-Suaire du dessin, tellement tout avait été retouché. Et en fait, on y passait quasi le double de temps, alors que on y passait le double de temps parce qu'on peut pas zoomer sur un dessin. Et donc, on est forcément limité par un crayon qui va être un peu trop visqueux ou par un truc. Et puis, rapidement, en fait,
on est un petit peu devenu, je vais dire exigeant vis-à-vis de ce qu'on fait. C'est que moi, j'ai envie que chaque trait me plaise, quoi. Et donc, plutôt que tout retoucher, on va opter pour des petits outils qui vont bien. Donc, surtout que maintenant, il y a des brushes super cool sur Photoshop. Bien sûr. Des choses là, typiquement, la dernière pochette pour Gold, c'est un dessin au crayon de papier, mais c'est fait sur Photoshop et j'y prenais le même plaisir que si je l'avais fait sur papier, quoi. Là, on revient à la fonction de l'outil. Hein. C'est ton cerveau qui doit dicter et pas le contraire. C'est pas l'outil qui doit dicter ton style. Voilà, mais en tout cas, c'est exactement le même process et il n'y a pas de remplissage de texture façon gravure ou machin. Chaque trait que vous voyez a été fait à la main par un artisan dévoué. Il faudrait un label. Mais ça viendra peut-être. Il y aura peut-être un label humain sur les 100% sûr. Un certificat. Et ça vous arrive parfois de faire un boulot sous le nom Fortifem et il n'y en a qu'un de vous deux qui s'y est collé? Ah, c'est souvent, ouais. C'est souvent. Mais quand on dit un seul qui s'y est collé, pas vraiment, parce que autant c'est con, hein, mais dans les réponses aux mails, que dans la réflexion, que dans le sketch, que dans la finalisation, dans la préparation des fichiers, on s'y met quand même tous les deux. Au final, ça reste quand même une minorité de dessins où on repasse derrière l'autre. De temps en temps, on se fait des remarques, mais rien que cette ingérence-là, pour moi, c'est le label c'est le label d'un duo. C'est de dire, reçois mon avis, qu'est-ce que t'en penses et tout, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on a toujours signé sous juste Fortifem. On précise jamais. On a envie que ce soit. D'ailleurs, Fortifem, ça a une petite origine scandinave. Fortifem. Fortifem. Exactement, ça veut dire 45 en norvégien. C'est le numéro de la rue où on est, en fait. Ah oui, mais c'est super original en fait. Mais avec le haut barré et tout, ça fait vachement mystérieux, ça sonne bien. C'est notamment pour ça qu'on l'a pris. Voilà, visuellement, on trouvait ça cool. Puis c'est vrai que ça ressemble pas trop à d'autres noms. Il y avait, il y a deux Fortifem qu'on a croisés jusque-là. Il y avait un Martini Bar à Portland. Et des compléments alimentaires pour femmes, je sais plus dans quel pays. Ils avaient pas pris le nom sur internet. Faudrait faire une soirée compléments alimentaires pour femmes dans je sais pas quel pays, dans le bar à Martini, avec vos visuels, en Écosse, avec vos visuels. Mais le bar à faire. Super, je crois qu'on a survécu. Ouais. On est les seuls maintenant. Ah oui. On les a fait couler. Ou le Covid, je sais pas. T'as bien fait. Et alors on arrive gentiment un petit peu à la fin. Je sais aussi qu'à côté de vos commandes et du travail dans le milieu musical, vous faites aussi vos projets personnels. J'imagine que ça vous permet de garder un peu la tête froide ou chaude, je sais pas comment je vais dire. Mais vous travaillez, c'est ce qui est important, ces projets personnels ont pour vous. Et est-ce que vous travaillez sur des projets maintenant? Je sais, il y a le merch, ça c'est cool. Ouais. Mais pas beaucoup, en fait. Trouver le temps. Mais non. C'est chaud. Ça manque un peu, mais projet un carnet de commandes, quoi. Ouais. C'est bon signe, ça veut dire que ça tourne. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça permet de déconnecter un peu des commandes, quand même, d'avoir des projets perso, tester des trucs et de savoir qu'il y a pas d'enjeu. C'est pas mal. Ouais. Ça a beaucoup été pendant un moment une source de friction entre nous aussi. Ah oui. Parce que j'ai un peu ce côté yes man, quoi. Jessie se dit, mais putain, pourquoi est-ce que t'as de nouveau accepté ce truc? Oui, voilà. Exactement. Et de temps en temps, putain, j'arrive pas à faire des trucs perso. J'ai l'impression de toujours répondre à quelque chose. Et je pense que c'est important. Nous, on a relativement peu l'occasion. Je dirais, si on fait 2 projets perso par an, c'est immense, quoi. Ah oui. Et un projet perso, c'est juste un visu ou vous le déclinez sur quelque chose ou... Ça dépend. Par exemple, il y avait une galerie d'expo en ligne qui nous demandait, participez on fait une expo, le thème c'est ça, ou alors la contrainte c'est ça. Et nous on se disait, ok, on accepte. C'était une bonne façon, de faire des projets perso. Ça nous filait une excuse, mais encore une fois, c'est par la contrainte. Au final,
s'y prenait à la dernière minute et ça devenait une commande comme une autre, donc c'est pas forcément. Oui. Bon, on vous donne des contraintes, du coup, ça vous évite le syndrome de la feuille blanche, on ne sait pas trop quoi faire. Ouais. Ça vous donne. C'est votre côté graphiste, au final. Voilà. Ah, à fond, ouais. Mais après, quand je dis contrainte, c'était plus niveau deadline. Après, les contraintes, c'est faire un truc carré, bon, ça va. Ouais. Il y avait Adrien qui avait une question, Aurélien, pardon, de Maison Tangible, qui avait une question pour vous deux. Est-ce que vous avez encore beaucoup de travail via Agent 002, votre agent? Ouais. Ouais, parce que oui, c'est vrai qu'on a un agent. On est représenté depuis quelques années, qui nous représente. Nous, on a négocié. Vous ne représentez pas pour la musique. La musique, c'est d'accord. nous, c'est des trucs qu'on amène, c'est des trucs qu'on fait. Et si vous commencez à prendre votre commission de 30% sur un t-shirt à 400 balles, on va pas le faire. Donc en gros, Sophie, notre agent, avec qui on bosse depuis, Coucou, Sophie. depuis, je sais pas, longtemps. Nous ramène quelques trucs des fois, mais pas énormément. Moins qu'avant. Il y a peut-être aussi un peu moins la vibe d'aller démarcher en agence, portfolio, nanana. Après, c'est aussi qu'on a beaucoup de clients qui sont très récurrents. Au final, il n'y a pas forcément de compte aussi pour de nouveaux. Ouais. Mais là où c'est cool, c'est que c'est quand même une force de frappe qui va négocier pour nous des trucs et faire tous les trucs désagréables, c'est-à-dire négocier. Et même, en fait, et quand nous, on a un rapport juste, on est les prestataires créatifs. Par contre, tous les trucs sales qu'on imprime sur des billets, c'est pas avec nous qu'on voit. Et ben, on se rend compte que ça rend le relationnel vachement plus simple. Alors que bon, c'est pas comme si c'était l'argent perso de nos interlocuteurs des agences, mais des fois, ils se comportent comme ça, quoi. Donc, en tout cas, c'est notre agent nous ramène un petit peu de boulot, mais on essaye d'être le plus disponible pour ça, mais on a pas mal de taf pour la musique. Et puis sinon, quand des gens viennent nous voir, on a aussi par loyauté. Vous les renvoyez. Voilà. Oui. Enfin, à l'agent, je veux dire. On les renvoie à l'agent et puis l'agent négo et puis nous on se remet au truc, quoi. Ouais. Bah, c'est un vrai sujet, ça, les agents dans le milieu de l'illustration. J'ai même reçu un message, je fais une minuscule boucle avec ce dont on parlait juste avant, avec ChatGPT, Midjourney et tout, mais j'ai reçu un message paniqué d'un auditeur de Sens Créatif qui disait que les agents, à revérifier, faut fact-checker ce qu'on m'a dit, mais que les agents associés allaient se retrouver entre eux pour justement discuter de l'avenir de la profession avec Midjourney, ChatGPT et tout. Ça pose des vraies questions dans le milieu, quoi. Enfin, bon, je vais pas faire le prophète de malheur en fin d'épisode. Mais c'est une réalité, ouais. C'est une réalité. Pardon, j'ai flingué l'ambiance. Bon, c'est le moment des questions des auditeurs et des auditrices. Alors, si vous avez des questions, évidemment, dans le chat, c'est le moment de les reposer ou de les poser, si on les a loupées. J'avais une question de la part de Missa. Alors, elle vous demande, déjà, elle vous dit hello, parce qu'elle est très polie. Elle vous demande comment approcher le milieu musical. Doit-on s'adresser au groupe directement ou bien au label? J'imagine que c'est une question que vous devez avoir souvent. Les groupes. Ouais. Les groupes, pas hésiter à envoyer un petit mot. Trouver, en général, c'est plus intéressant. Bon, il y a toujours une personne qui tient l'insta ou Insta, c'est pas mal pour bosser comme ça, qui tient l'insta d'un groupe. En général, c'est un musicien qui est derrière. Si le groupe est pas trop gros, sinon, si le groupe commence à être gros, essayez peut-être de tenter via le compte d'un membre ou à la limite d'une autre personne, d'un illustrateur qui a bossé avec. Nous, ça nous arrive d'avoir des gens, j'adorerais bosser, vous pouvez me hooker avec, qu'on fasse quelque chose. Et puis en général, on partage. Et si on sent que c'est pas trop la vibe, on dira, je sais pas. Mais en général, on passe quand même par politesse les contacts, si jamais, quoi. Donc, c'est important dans votre démarche les recos, justement. Ouais. Ou c'est juste naturel. Si c'est naturel, ouais. Nous, quand on peut pas prendre un taf, on recommande toujours quelqu'un. Systématiquement, il y a 1 ou 2 ou 3 noms qu'on recommande pour des personnes pour que ce soit simple, parce que on est tous dans le même bateau et ça sert à rien de garder notre truc, surtout si on peut pas s'en occuper.
Ben oui, regarde, il y a Antlano Ah qui ben dit oui, la merci preuve. Fortifem pour les petits boulots passés C'est pas des d'ailleurs. paroles en l'air. Dorian D'accord. TWP dit pareil. Oui, Ben pareil. ouais. Tu vois, c'est les copains, les copines. Ces petits, Antoine et Dorian, c'est deux copains chez qui, par exemple, on vient nous voir pour un truc un petit peu typo, on oriente vers Dorian. Si on, c'était Cult of Luna qu'on t'avait renvoyé. Et Antoine, quand on veut nous voir avec un truc un petit peu illustration, un peu cartoon, un petit truc comme ça, ou alors juste du beau graphisme pour du hardcore, on envoie chez Antoine. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe et on aime bien. Oh, bah, il dit que vous êtes des amours. Voilà. Rien. Ah, toi aussi, Dorian. Aurélien revient à la charge avec une question tricky, et un peu polémique. Est-ce que vous n'avez pas été trop affecté par les sombres histoires et amalgames du milieu métal qui touchent ou ont touché certains de vos anciens clients? Bah, Bonne bien question. bien sûr on est touché. Disons que on a des ambitions, on a des valeurs. La musique est politique, la musique est tout ça. Et donc ouais, ça nous est déjà retrouvé d'avoir des collaborateurs qui ont été taxés de des trucs aussi craignos que des violences sexuelles ou l'antisémitisme ou des machins comme ça. Si on considère que c'est fallacieux et qu'on a de quoi l'appuyer, on le fait. Si on considère que c'est condamnable et recevable, enfin recevable, non. Si on part du principe que tout est recevable, mais on n'a pas hésité à prendre le parti effectivement d'un ami et collaborateur à nous qui était dans la sauce. Après, le truc, c'est que là, par exemple, tous les ans, on bosse pour le Hellfest. Et là, on va sortir un tarot pour le Hellfest. On va sortir des affiches pour le Hellfest, on sort des trucs. Et ils sont dans une sauce je vais dire à juste titre aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un procès pour harcèlement sexuel qui est sorti. Maintenant, la question, c'est est-ce que moi, en collaborant avec ce festival, comme tous les groupes de musique qui passent par le Hellfest, est-ce que on devient, est-ce qu'on devenez complice ou est-ce qu'on devient complice? C'est une question qui mérite d'être débattue. On acceptera toutes les discussions à propos de ça. Mais c'est compliqué, ouais. Surtout peut-être vous travaillez pour un groupe et puis en fait vous n'êtes pas du tout au fait et puis par la suite il y a une histoire qui sort. Est-ce que du coup vous retirez le projet de votre folio? Est-ce que je pense que oui, mais en tout cas, ça nous est arrivé. Mais ça se passera jamais petit voile pudique, discretos et tout ça. On n'hésitera pas à prendre position. Et de toute façon, les gens qui ont des choses à reprocher à ces artistes quand ils sont mis en cause, n'hésiteront pas à nous solliciter et on accueille ça parce que en tout cas, oui, c'est des choses de tout ce qu'on a fait. On est, je vais dire, on est responsable, quoi. Donc c'est quelque chose qui doit être discuté et pas tranquillement dissimulé, quoi. Ouais. Il y a Momon qui a une question un peu tricky pour vous aussi. C'est quelle est votre meilleure adresse de ramen à Paname? Alors, ouais, il y en a plusieurs. Mais bon, le truc c'est que je vais peut-être pas me faire des copains, mais je trouve que les ramen c'est de plus en plus surcoté. Ça me fait chier de payer 18 balles un truc que des Chinois feront 1000 fois mieux. Quand je dis chinois, c'est vrai restaurant chinois, pas restaurant japonais. C'est-à-dire que nous, on est amoureux de la cuisine du Sichuan et des trucs comme ça. Et alors, pour moi, meilleur ramen à Paris, c'est mon préféré, c'est le plus gras, c'est Naritake, qui est rue des Petits Champs, qui est une espèce d'horreur de tonkotsu extrêmement gras. Et c'est superbe. Il y a Ryokishin qui fait des ramen à la volaille qui sont super, au canard, au poulet, mais aussi des ramen vegan spicy. Ouais, ils ont plein de recettes vegan. C'est super. Après, Neko Ramen fait des super ramen vegan aussi. Et puis sinon, nous il y a un resto, il y a un resto qui nous plaît beaucoup en ce moment, le Hot Pot. Oui. Et je me rappelle plus de son nom. C'est juste à côté d'un resto qui s'appelle Royal China rue Beaubourg,
qui est Ryokushu ou un truc comme ça, qui lui fait l'équivalent d'un hot pot dans un seul bol, et c'est affreusement bon, affreusement spicy aussi. On sent l'amour de la nourriture là, genre. Il a répondu avec un véritable sérieux et une exhaustivité à cette petite question, tu sais, à la volée là, genre. On faut qu'on prenne des notes là. D'ailleurs, je pense que Aurélien, toujours de Maison Tangible, il est déçu. Il a dit, je suis déçu, Adrien. Je pensais que tu manges des chauves-souris au petit-déj. Ça m'arrive aussi. C'est le côté. En bouillon. Ah bah regarde, c'est bien là, vous avez mis les vrais recos dans le chat. Oh, vous êtes des vrais copains. Quand un resto Fortifem. Ah ouais, moi je serais ultra chaud. Mais non, j'ai toujours cette énorme frustration et je passe mon temps à m'en plaindre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une taqueria accessible, sympa, un bon food truck qui fasse des tacos à 2 balles le tacos? Après, peut-être qu'il y en a, si vous... dans le chat. Ah oui, vous avez un vrai truc avec les tacos, hein. J'ai cru voir ça sur un. Je suis amoureux de la bouffe mexicaine. D'où le nom du chat, c'est ça? Nachos, ouais. Ah, votre chat s'appelle Nachos? Ouais. T'as vu le bestiau, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, non. Il est énorme. Où aurais-je pu le voir? Sur Insta. Ah bah. Ah, tu vas nous l'amener? On va le voir en direct. On va voir le chat, ouais. C'est la première fois que ça arrive quand même sur un. Je vous le mets en grand. Direct. Regardez. Oh, qu'il est beau. Il est mignon. Salut Nachos. Ah, il a pas l'air rigolo, hein. Tout comme vos dessins, il a pas l'air belle marrant, mâchoire. hein. Ah, ouais. Il vient de se réveiller. Ah ouais. Est... Oh là là, le pauvre, tu le brutalises là comme ça le bon matin. Nachos, le plus beau. Bon, trop bien. Alors, si vous avez une toute dernière question brûlante qui vous brûle les lèvres, faut le mettre dans le chat maintenant, parce que sinon, je pense que en parlant de bouffe à tout va, on commence à être l'heure. Hein. Il est bientôt 14h là. Ok. Bon, Adrien et Jessie, merci beaucoup. C'était super cool de papoter. Jessie, tu voulais dire un truc, il me semble. Je t'ai vu et non. T'es obligé maintenant. Ok. Un mot de la fin. Merci beaucoup à vous même pour cette petite heure et demie. Tiens, mot de la fin. Si jamais vous êtes dans le coin de Angers ce week-end, il y a un copain qui s'appelle Rémi qui bossait sur les guides Topaf. C'est le classement des affiches de concert, qui organise son premier festoche d'illustration et de BD alternative. Donc tout samedi 3, entrée gratos. On sera là avec Anna Vanda, on sera là avec Amandine Ruti, on sera là avec les éditions de Matière, avec pas mal d'éditeurs et d'illustrateurs, illustratrices, les copains d'Arrachetons un œil aussi et tout. Et c'est gratos, c'est à l'espace Welcome à Angers. Ça s'appelle Club Crayon. Ah, vous l'avez mis sur Insta, je crois. Ouais. Il y a toutes les infos là, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et tu parlais d'affiches de concert. Je suis sûr que vous avez digué geekposters.com à l'époque. Ah ouais. Vachement, ouais. Merveilleux site internet qui n'existe plus, je crois. Mais... Vous aviez aussi les recueils? Je les avais aussi, les gros livres. Je savais pas. Énorme affiche, énorme livre d'affiches. Je l'ai là-bas dans ma bibliothèque, je crois. Je la vois pas. Mais... Ouais, j'adorais ce site. Je rêvais trop à l'époque de faire des affiches de concert. Alors, faisons. J'en ai fait quelques-unes quand j'étais notamment graphiste. Mais pareil, c'était pour la beauté du geste, quoi. Et tu sais quoi, si t'es chaud, on pourra te mettre en relation avec notre sérigraphe. Et puis, qui sait, prochain Hellfest, on recommande assez souvent des potes pour faire des affiches pour des groupes. Ouais, mais je suis trop. Quand tu regardes mon univers, je pense pas qu'il est assez. Franchement, il y a tout pour tout le monde. Mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est gentil. Merci, Adrien. Bon, trop bien. Donc, j'imagine que pour les auditeurs qui ont kiffé vous entendre là, ils auront aussi vous croiseront au Hellfest, j'imagine. Ouais, on y sera normalement. Normalement, oui. Il y a qui sur votre wishlist de groupes à aller voir là? Genre le top 5 des groupes que vous voulez aller voir au Hellfest. En fait, le truc, déjà, la wishlist, c'est d'y aller et d'arriver à y aller. Bon, non, le truc, c'est qu'on est trop content de voir les potes de Carpenter Brut sur la main stage. Bien trop content. Après, je te cache pas je sais même plus qui joue. Et parce que à chaque fois, je me suis pointé avec une bucket list, et au final, la bière et les copains faisaient que je voyais deux concerts. C'est ça, c'est des retrouvailles. Donc ouais. Bon,
En tout cas, si vous allez au Hellfest, vous pourrez probablement voir Jessie et Adrien, aller leur faire un petit coucou. On a l'année dernière Anna Lear, qui est fan du podcast, qui a été retrouvée, Anna Vanda-Gogusset, qu'on avait aussi reçue. Ils se sont retrouvés au Hellfest. C'est beau, ces petites Une connexions. belle rencontre. Ouais. C'est beau. Bon, voilà. Et puis Aurélien qui nous dit, j'espère que vous allez faire une pochette pour l'autre Gold, celui de capitaine abandonné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous le savez. Voilà, c'est ça. Aurélien aurait été au taquet. Coucou poulet. Merci à tous. Ouais, Donc, merci Adrien, merci Jessie. C'est très très cool de papoter avec vous. Merci d'avoir pris le temps de diguer comme ça votre univers. Merci à vous. On vous donne à tous et à toutes du coup rendez-vous pour nos auditeurs auditrices fidèles dans 2 semaines pour le coup pour écouter la rediffusion de notre épisode enregistré live et en public lors du festival Nîmes Illustre sans surprise qui se passera à Nîmes. Donc venez nous faire un petit coucou le samedi 11 juin. C'est le 10 pardon, c'est le 10 juin le samedi. 10 juin. On sera là le 9, 10 et 11 mais on enregistre en public le samedi 10, à 17h. On sera en compagnie de Beya Ribaï et de Isinori, excusez du peu, afin de discuter de la thématique du voyage intérieur. Et dans une semaine, pour les membres du Patate Club, on recevra Jérémy Martinez, DA et cofondateur de Keyblind, qui viendra nous raconter l'histoire de cet incontournable média d'illustration, qui viendra répondre à toutes vos questions. C'est un épisode exclusif, donc il se passe pas sur Twitch, mais si vous rejoignez le Patate Club et que vous nous soutenez sur Patreon, au Tipeee, vous aurez l'occasion de participer à cet enregistrement, poser vos questions comme d'habitude. Et au pire, vous écouterez l'extrait. Exactement. Sur ce, Adrien, Jessie et à tous les auditeurs, auditrices qui nous ont rejoints aujourd'hui, merci à tous et à toutes. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très très bientôt. Salut. Ciao, bello. Bye bye. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, Everything is connected!